matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à cet épisode 70 des Sommeliers de la lutte. Ici Max Perriard, a.k.a. Papa Max maintenant, Hey! en compagnie de quelque part un peu mon oncle Pierre. Ben oui! Monsieur Pierre Castonguay, comment ça va Pierre? Ça va très bien. Félicitations à la Merci, famille merci. Perriard. Félicitations. Bravo. Merci. Pour ça, c'est... je pense que c'est toi qui as travaillé fort à l'hôpital. C'est toi qui as travaillé le plus, hein, j'imagine. Pas tant que ça, mais ça a Bon. été quand même expéditif. Fait que, tu OK. sais, il y a des accouchements plus longs que d'autres. Le mien était quand même très court. Fait que quand on a, comme vous avez vu dans le dernier épisode, on a j'ai quand même quitté un peu de manière abrupte. Ah, je sais pas, Et, j'ai pas remarqué. Ouais, et à peine 6 heures plus tard, après Bon. que j'aille quitté, bébé était dans nos bras. Ce qui fait que, Wow. tu sais, il y a comme un petit moment où tu seras à l'hôpital, tu fais tout ça. Fait que, tu sais, ça a comme, ça roulait. Ça roulait. Niveau stress, est-ce que c'est comme le côté bonheur, stress? C'est-tu comme un genre de chevauchement bizarre d'émotions qui se passe, là? Ouais, ben écoute, c'est comme un stress un peu comme. C'est un stress différent que j'ai jamais eu avant. Ouais. Fait que c'est comme stressant, mais comme hyper positif en même temps. Ben oui, ben oui. Fait que. Pis c'est pas de la fébrilité non plus. Fait que c'est quand même du stress, mais c'est un stress. C'est vraiment spécial. Il y a vraiment comme. Pour tu sais, tout le monde qui ont eu des enfants, puis si un jour vous en avez, là, c'est le cliché, mais il y a vraiment une switch on-off quand tu deviens parent, là. Puis j'ai vraiment l'impression que la switch on vient d'être mise, puis l'entièreté de la vie t'avoue un peu différemment. Y compris le temps, parce que tabarouette, Ouais. le temps est un peu... Tu sais, on parle souvent du temps, nous, dans le podcast, parce que Ouais. y a des montages, un peu de ça. Mais le temps, c'est fucké quand t'es parent, surtout d'un nouveau-né. Parce que on dirait les jours, les heures, ça devient un peu flou. Qu'est-ce que Mhm. c'est? Fait que tu marches par... Au lieu de marcher par journée, tu marches par genre cycle Yes. de 3 heures. Fait que... Tout est des petits cycles de 3 heures avec un bébé qui se réveille, qui mange, qui change une couche, qui vient, t'essaies de dormir une demi-heure, puis là tu repars le prochain cycle. Fait que c'est ça. Mais la vie est bien faite parce que je pense qu'elle te donne des boosts d'hormones puis de je sais pas quoi. Ben oui, qui ben fait oui. que t'es capable de le faire. Mais ouais, c'est super le fun. Puis là, comme vous voyez, petite image, hein, vous voyez, c'était pas malgré les rumeurs qui ont couru dans les commentaires de Nico Mhm. Thibault, ce n'était pas un work. Toute cette histoire de Non. contraception. Nico qui est comme, c'est qui est faible cette histoire-là de contraction. Pas mal sûr que c'est stagé. Je pense même que même pas de bébé. Max va faire un heel turn. Il va crisser sa blonde là avec le bébé. Mais écoute, t'as eu raison, ça, j'ai crissé ma blonde là. Mais bébé, ça c'était vrai. Bébé est Ouais. arrivé, fuck la blonde. Fuck it. C'est pas vrai. Mais non, vous voyez la preuve des bébés avec l'image que vous voyez. Fait que non, tout a bien été. Tout Très ça, cool. mais, c'est le fun. Fait que on va vivre avec ça les prochains. On continue, hein, le podcast, pas de Ben pause. Écoute, bébé ou pas, là, la lutte, c'est ça qui est important. Je suis quand même très déçu d'avoir dû quitter une partie d'épisode. Ben, Écoute, moi j'essaie de gérer ma lutte comme n'importe quel humain gère sa lutte, puis Hey, là, un ce bébé puis un bébé-là, accouchement vient me ce bébé n'a pas le déranger. sens du timing. Là. Il est pas là. En tout cas, fait qu'on va essayer de faire mieux ça. On va essayer de la gérer mieux, y montrer. Puis là, ben, elle a vu son premier pay-per-view hier soir avec Ben SummerSlam. Et c'est un épisode sur SummerSlam. Mais avant toute chose, Pierre, toi, qu'est-ce qu'il y a de bon, toi, dans ta vie? Ben, d'un bébé à un autre. Moi aussi, j'ai un genre de bébé, mais c'est un bébé, Ouais. c'est une entreprise. C'est la chose que vous voyez, là, mon surnom souvent est la chose. C'est pas un genre de prénom, de surnom un peu bizarre comme donne dans la vie. là, C'est vraiment ma business. Une coopérative que j'en ai déjà parlé quelques fois. là. C'est qu'on lance nos ateliers d'humour cette semaine, donc à partir de demain, mardi le 6, les inscriptions. Au cours de l'après-midi, là, on va faire des posts sur nos réseaux sociaux, donc suivez-nous sur nos réseaux sociaux. La chose, la coopérative La Chose. Donc, si jamais vous êtes au Québec, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'être basé à Montréal, il y a beaucoup d'ateliers qui se font en Zoom, donc qui se font de façon virtuelle parce qu'on est dans le futur. Puis, ben, c'est ça, il y a plusieurs, on offre des nouveautés cette saison. On offre des ateliers à la carte. À la carte, c'est juste que ça veut dire que c'est une fois. C'est un one-shot. Vous venez, il y a des ateliers d'écriture comme on fait un peu, là, nos ateliers plus classiques, comme tu as déjà vécu, Maxime. Mais on a Oui. aussi des ateliers à la carte à thème. Donc, on va avoir le thème du roast, celui de la production de soirée d'humour, celui du mouvement, que celui-là ne sera pas virtuel, on s'entend, là, pour un thématique mouvement. Là, ça va être dans un studio et tout. Et un autre sur comment bien faire des textes d'humour pour travailler dans des écoles, donc pour faire des spectacles dans les écoles. Donc, il y a des thématiques comme ça, c'est des one-shots. Vous payez un montant X, vous vous présentez pendant le temps que dure l'atelier. Habituellement, c'est 2 ou 3 heures. Et vous partez
avec ce que vous avez besoin. Sinon, il y a nos sessions qui sont plus longues, qui durent notre atelier d'écriture qui dure 12 semaines et notre atelier de base qui c'est 2 fois 6 semaines. 2 ateliers différents, donc c'est juste 6 semaines, mais tu peux le prendre à 2 moments différents. Bref, toutes les informations vont être sur nos réseaux sociaux. Vous avez juste à aller la chose sur Facebook ou sur Instagram. Donc, vous pouvez nous suivre là. C'est mon petit bébé à moi qui existe depuis déjà presque 3 ans maintenant. Fait que, il marche, là. Il marche. Il est sur le bord là, d'acheter ses premières smokes là, au dépanneur. Il est plus rentable que le mien, probablement aussi. oui, quand même. C'est un peu moins cher, disons. Le mec, il est très d'indépendant. Pas beaucoup de revenus qui rentrent avec mon bébé. Mais écoute, moi, je vous le conseille. Hein, si jamais vous êtes toujours dit, hey, ça me tenterait peut-être d'essayer ça, faire des jokes dans la vie. Ou c'est quoi comme la mécanique derrière tout ça. Là. Allez prendre ces cours-là. Si vous êtes quelqu'un qui en fait déjà, mais tentez d'avoir. Je pense que c'est le temps bon d'avoir différentes visions. Oui. Quand tu commences l'humour, tu touches un peu à tout. Fait que la chose, c'est une autre vision que vous pouvez avoir. Moi, c'est de cette manière-là. J'ai fait un peu de cours de l'École nationale de l'humour, mais j'ai vraiment préféré ce genre d'atelier-là. Lorsque j'ai commencé, je trouvais que c'était un peu plus axé sur la vision que j'avais et une manière de professionnaliser ça un peu plus. Et souvent, les gens sont plus impliqués. Fait que n'hésitez pas à aller suivre ça. C'est quelque chose qui vous intéresse. Puis sinon, il n'y a pas de problème. Peut-être, on verra peut-être. Même si vous n'êtes pas humoriste aussi, si vous voulez juste essayer quelque chose de différent, si vous n'êtes pas obligé de vouloir faire une carrière de ça ou vouloir faire de la scène, même si il y a des gens qui vont prendre des cours de danse en ligne, il y a des gens qui vont prendre des cours de peinture, si vous voulez essayer ces cours-là, ces ateliers-là d'humour pour être capable de comprendre un peu comment on écrit une blague, je vous conseille les bases de l'humour, c'est moi-même qui donne cet atelier-là. Donc les bases de l'humour pour quelqu'un qui veut juste faire différent, c'est 6 semaines, 1h30 par atelier, les soirs de semaine, un soir de semaine, je ne sais pas exactement lesquels, ou un après-midi de la fin de semaine, tout dépendamment quel atelier vous allez prendre, quelle section d'atelier vous allez prendre. Bref, je vous invite, n'importe qui. Et selon l'horaire, peut-être que je serai peut-être un special guest à un moment donné qui viendra un petit peu. Fait que de nous voir dans d'autres contextes, mais c'était pas ça la chose. Et sinon, de votre côté commentaire du public, écoute, je t'avoue, Pierre, j'ai un peu volé le spotlight. Je sais pas. Quelques commentaires de gens, et vous êtes super gentils de les avoir fait. Beaucoup de félicitations de plein de manières. Également dans le questionnaire, il y a bien des gens qui ont dit félicitations. On va y revenir durant l'épisode du review. Fait que d'abord, on a Owen for Life qui fait félicitations à Pierre pour la bonne nouvelle. On lui souhaite beaucoup d'amour à lui, sa compagne. Fait que quelqu'un est un peu mélangé. Ça m'a tellement fait rire, là. Oh, wow. Mais écoute, c'est correct. On se ressemble tellement, moi, pis toi. Ben oui. On a comme la version inverse là, de l'autre. Fait que... Et ça, on a également, Nico Dubois, on en a parlé. On a Elisabeth qui nous dit félicitations à Max et à ma conjointe. Bon premier SummerSlam à votre bébé. Écoute, elle a regardé ça d'un œil un peu endormi à côté de nous. Mais elle a quand même eu son premier SummerSlam. Et d'ailleurs, Ellie, qui était rapide, nous a même envoyé déjà ses commentaires sur le SummerSlam. Tu vas pouvoir l'ajouter également. Comme vous faites toujours, Ellie, elle est plus par Facebook. Fait que nous répondre avec plus de détails. Elle nous a déjà dit meilleur SummerSlam ever. Fait que quand même, gros statement, Elisabeth. Moi, j'ai quand même bien apprécié le 2013. Mais vous allez voir, on l'a quand même aimé. Je crois qu'on l'a quand même aimé, moi et Pierre, ce SummerSlam-là. Et parmi les bons des dernières années. Et on va commencer ça tout de suite, cet épisode review et highlight du SummerSlam, avec les premières chroniques, les petites chroniques de base. Et moi, j'ai un peu été inspiré par ma dernière semaine. Fait que c'est là une chronique top 3 de Max. Et cette semaine, à top 3 de Max, j'ai décidé que ça allait être les meilleurs enfants civils dans les segments. Fait que quand tu sais, des fois, dans la vie, t'as des gens ringside, t'as des choses qui se passent, puis des fois, il y a des enfants là-dedans, puis les lutteurs interagissent avec ces enfants-là. Fait que c'est quoi les meilleurs moments que j'ai vus dans ma vie, ou que j'ai vu des petits extraits sur YouTube, parce qu'il y en a un que j'étais pas encore... qui n'a pas encore né parce qu'il a eu lieu, mais qui m'a quand même bien marqué. Fait que c'est quoi les meilleurs moments d'enfants civils? Et là, je dis civil parce qu'on s'entend, s'il y avait à faire des meilleurs moments de tout ordre, ça serait Dominique Mysterio, parce que Dominique Mysterio, on en a déjà parlé, déjà fait des chroniques, mais quand il était un enfant, quel enfant! Mais c'était déjà une superstar, sans qu'à moi. C'était déjà un lutteur bien établi. Puis c'est pas si civil que ça. Là. Exact. Il est pas civil. Il était déjà une vedette en devenir. Fait qu'on le met pas dans cette catégorie-là. Fait que vraiment des enfants civils. Les gens qui ne sont pas nécessairement devenus par la suite des lutteurs. Fait que d'abord, en troisième position, j'ai un vieux segment. Probablement un segment iconique que vous avez probablement vu dans vos feeds, dans vos TikTok, dans vos Reels, parce que c'est très rapide. Mais c'est Ted DiBiase qui avait un personnage de monsieur riche, méchant, et avec sa $1 million belt. Et là, il demandait
à un enfant de dire « Hey, je te donne 200 ou 300$, c'est le chiffre. Si t'es capable de faire 20 bons avec un petit ballon de basketball, avec le petit gars, il se met à côté, il se met à faire les bons. Et lorsqu'il arrive à 19, monsieur tête débiasé, kick le ballon comme un méchant pour y empêcher d'avoir. Et là, t'as la réaction réelle de l'enfant qui est comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Il va être une marde, la foule, le gros hit qui arrive. C'est quand même un truc qui, avec le recul, me fait quand même rire. Je suis certain également que l'enfant, probablement, se fait tout le temps se dire, hey, c'était moi l'enfant, le truc de tête débiasée. Fait que, en troisième position, c'est ça. En deuxième, un peu dans le même style, mais beaucoup plus tard. Et c'était à NXT. On avait un match entre Sasha Banks ainsi que Bayley. Bayley qui était à son époque de très babyface, hein, très gentil, un peu une version John Cena féminine que les enfants appréciaient. Et il y avait une fan qui était constamment là au Performance Center lors de tous les enregistrements de NXT. On s'en souvient, c'était la mini Bayley. Elle était déguisée en Bayley, toujours, avec sa pancarte, tout ça. Première rangée, bien en vue, tout près de la rampe. Puis à NXT, c'est pas très grand. Fait que, les fans qui reviennent, on les revoit souvent. Et elle était particulièrement dominante. On la montrait également souvent à l'écran. Et lors d'un match contre Sasha Banks, écoute, Sasha Banks a fait un peu une tête débiasée d'elle parce que lors d'un mouvement un peu où on vendait un peu, là, Bayley vendait qu'elle avait mal sur le ring, Sasha a décidé de s'en aller, la Mercedes Money d'aujourd'hui. Elle a été prendre la pancarte de Mini Bayley, elle l'a déchirée, et là, Mini Bayley s'est mis à pleurer, et là, Sasha Banks revient sur le ring en narguant un peu Mini Bayley. Tout un moment quand même, parce que c'était quand même rendu quasiment un personnage, la petite fille Mini Bayley. Tout le monde la connaissait, c'est ça, elle était connue et reconnue, là. Exact, et là d'avoir Sasha Banks qui fait du gros hit avec elle, c'était probablement qu'on a eu... clairement, c'était la vraie réaction d'un enfant qui pleure, mais j'ose espérer que Sasha Banks a été la voir après pour dire que tout est correct, qu'elle s'excusait, tout ça, puis que Bayley également avait probablement eu beaucoup de moments avec elle. Et finalement, en numéro 1, j'ai un enfant qui n'est plus, malheureusement, parce que ça c'est triste quand même quand t'as des enfants qui sont malades. Et plusieurs lutteurs, John Cena entre autres, a fait beaucoup de rêves d'enfants pour les enfants malades, Make-A-Wish. Mais un qui a vraiment ressorti, qui a même créé la propre fondation de la WWE, qui s'appelle Connor's Cure, qui était le jeune Connor, lors un peu du Yes Movement, lors de WrestleMania 30. On a un jeune Connor qui, par la suite, a décédé, mais qui a réussi à avoir un peu capté l'attention, qui était très cute, très, très fun, et que j'ai l'impression qu'il dégageait une espèce d'aura, parce que souvent, on dit ça, les enfants malades ont un peu une sagesse qu'on n'a peut-être pas, qu'on atteint beaucoup plus tard. Ils sont plus en paix avec la vie et certaines choses ou certaines acceptations, là, dont la mort, on s'entend. Ouais, dont la mort. Et là, ben, on a réalisé beaucoup de rêves à ce jeune Connor. Et il est un grand fan de Daniel Bryan Danielson à l'époque. Et on l'a permis de le mettre dans les meilleures conditions possibles. On l'a invité. On a entre autres une image qui me tire toujours une petite larme à l'œil, probablement encore plus maintenant que j'ai un enfant. Mais où on a un Triple H qui était le méchant dans cette histoire-là, qui joue le jeu et décide d'aller le voir. Connor l'aime pas trop, décide. Il dit allez, frappe-moi, frère, il frappe. Et là, Triple H fait un beau sell de tout ça. Tombe à terre. Et là, tout le monde sur le ring, y compris Daniel, lui dit go, fais un pin. Une arbitre arrive contre le compte de 3. Très beau moment. Allez voir la petite vidéo, là, c'est super touchant. Puis, il y a un gros t-shirt de Daniel Bryan. T'es comme trop grand pour lui, là, si ma mémoire est bonne. Là. Exact. Puis on a pu permettre à cet enfant-là d'avoir des derniers moments inoubliables, de réaliser ses rêves et de mettre un peu de joie dans la vie parce que c'est pas toujours facile à être malade à aussi jeune âge. Donc, c'était mon enfant civil préféré dans mon top 3. Vous, si vous avez d'autres exemples d'enfants civils dans des segments, ben dites-nous-le en bas dans les commentaires. C'est quoi pour vous vos moments les plus mémorables? Yeah! Et on enchaîne ça avec la chronique Qui le fait mieux de Pierre. Qui le fait mieux, Pierre? Avant de me lancer dans la chronique, je vais porter ton attention particulière, Maxime, à ton audio, car dans le dernier épisode, on m'entendait dans tes écouteurs, dans ton micro. Fait que petite attention à ça. Donc, je pars Qui le fait mieux? C'est pour ça, on m'entend en écho, c'est un peu maudit. Qui le fait mieux cette semaine? Je me suis aussi inspiré du SummerSlam qu'on va revoir ensemble, qu'on va faire les reviews et qu'on va dire aussi qui a eu des bonnes prédictions et tout ça ensemble. Je me suis basé là-dessus. Je me suis basé sur le premier match que j'ai bien aimé, qu'on va décortiquer ensemble pour ma chronique qui le fait mieux.
être en couple avec Dominique Mysterio. Je suis resté dans le kayfabe. Oui, je suis resté dans le kayfabe parce que les deux personnes impliquées, on les connaît un peu plus. Dominique Mysterio, qui est en couple dans la vraie vie avec une personne qui n'est pas impliquée dans la lutte. Une Donc, civile. on va laisser... Une civile, effectivement, on va la laisser de côté. On ne l'impliquera pas dans nos simonacs de niaiserie. Donc, d'après toi, d'après vous, qui le fait mieux, être en couple avec Dominique Mysterio, Rhea Ripley ou Liv Morgan, qui le fait mieux? Écoute, j'ai l'impression que c'est pas terminé, hein, cette histoire-là. Fait que, le côté de Rhea, probablement, est terminé. Ouais. Pour l'instant, j'ai allé avec Rhea Ripley. Parce que le look, je pense qu'il a un peu été teinté par l'aura de Rhea. Et comme un bon chum, là, tu sais. Je sais pas si toi. Tu sais, moi, l'avenue de ma barbe dans ma vie dépend de ma conjointe qui aimait ça. Avant, j'étais très clean cut. Mais rapidement, elle m'a fait savoir qu'elle préférait des messieurs à barbe. Et j'ai l'impression que Rhea avait demandé à Dominique, hey, mettons un petit look, un petit look latino et petite moustache, cheveux longs, un peu plus dark, un peu comme elle l'appréciait. Donc là, on sait pas, nous on n'a pas encore vu les Raw qui suivent au moment d'enregistrer les vidéos, mais ça serait le fun d'avoir peut-être un changement de look, de peut-être un petit clean cut, en tout cas, voir comment on va changer ça, le look de Dominique Mysterio, maintenant qu'il est officiellement avec Liv Morgan. Ouais. Mais je vais te dire pour l'instant Rhea Ripley parce qu'ils forment quand même une belle paire les deux. Et tu sentais la chimie aussi backstage. Oui, vraiment. Quand on avait, entre autres, des petits segments YouTube où on analysait des matchs, où on a fait également beaucoup de vidéos. Qui malheureusement, moi je pense qu'on aurait dû mettre ça plus de l'avant dans le produit télé. On les a seulement gardés sur les réseaux sociaux, mais toute l'histoire entourant, les mystérios, aller à la Noël, aller dans la famille avec Rhea et Dom. C'est bon. Tout ça méritait un peu plus de budget, un peu plus de. Mais ça a quand même été bon, mais ça a été juste mis sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, on le voyait comme une histoire mid-card, puis c'est vite devenu une histoire. Que les gens étaient intéressés. Ben oui. Et ça a eu beaucoup de vues, beaucoup de likes, puis ça a propulsé justement Dominique ainsi que Rhea dans les hautes sphères de la carte. Fait que moi, je vais y aller avec Rhea Ripley, moi, pour l'instant. Moi, je vais le regarder d'un autre angle différent. Bravo, Pierre. Je vais le regarder d'un autre angle et je vais y aller avec Liv parce que ça nous apporte exactement au point où on est maintenant. Cette histoire-là a propulsé tous les gens qui sont impliqués, je pense, un peu plus haut dans la carte. Fait que comme couple pour le kayfabe, je reste vraiment kayfabe, puis pour l'histoire, puis pour l'avancement de tout ça, j'ai l'impression que Rhea et Dominique t'es rendu au bout de ce qu'ils pouvaient nous donner. Ça a été le fun, le couple en tant que tel, mais si on va vraiment d'un côté d'histoire, je pense que Liv et Dom peuvent faire un bon bout et continuer à surfer sur cette vague de haine-là qui va complètement les assaillir. J'ai vraiment hâte d'écouter le Raw de ce soir pour voir vraiment ce qui va se passer. Puis je pense que ça va être un beau duo, Liv et je trouve que la chimie est quand même bonne dans... Tu sais, là, maintenant, avec tout ce qu'on sait maintenant, puis on recule dans l'histoire dans les derniers 6 mois, 6 mois, 4 mois, là, tout ce qui se passe avec... Tu sais ce qui s'est passé avec Liv, là, de faire comme... OK, fait que Dom, il savait où ça s'en allait, puis là, de comme revenir un peu sur nos pas pour l'histoire, je trouve ça vraiment intéressant, la chimie qu'il y avait quand même avec Dominique, même si Rhea et Dominique avaient une très bonne chimie, j'ai l'impression qu'avec Liv et Dominique, c'est très différent, on s'entend, c'est vraiment pas le même genre d'attitude les deux, mais pour moi ça va être Liv, juste pour où ça a été, puis où ça va continuer d'aller. Fait que si vous êtes du côté de Max, vous êtes plus du côté de Pierre, laissez-nous savoir dans les commentaires pour vous, qui le fait mieux. Puis petit brag quand même, parce que pour les fidèles abonnés des Sommeliers de la lutte, on l'avait vu venir, nous. Absolument. Dès le premier segment backstage, où on a vu une Liv ainsi qu'un Dominique sortir par hasard. Et également le premier regard qu'on a eu entre les deux. Est-ce que c'était le coup de foot? Je sais pas. Fait qu'elle a retourné dans nos épisodes, mais dès le premier segment, il y a de ça quand même 3-4 mois, on avait vu juste que monsieur Papa Lévesque nous commençait à semer ces petites graines-là pour ce moment qu'on a eu. Et on va en parler dans pas long, effectivement. Fait que dites-nous dans les commentaires, vous, comment ça va aimer, parce qu'on fait le retour sur le pay-per-view au complet. D'abord, le pre-show. Écoute, un pre-show, j'oserais dire un peu interminable, de 3 heures. Cependant... 3 heures, si bas. J'ai pas écouté, moi, parce que j'étais en spectacle samedi soir. Fait que si j'avais été chez nous sur le sofa, j'aurais mis ça en background, j'aurais écouté. Mais là, un spectacle, fallait que je me prépare pour ça. Comment ça s'est passé, tout ça? Écoute, je vais quand même leur donner qu'ils font un tantinet plus d'efforts pour nous mettre du contenu
original Ok. durant ça. Il n'y a pas de match encore, évidemment. Ok. Mais au moins, on nous met des entrevues avec des lutteurs. Au moins, on nous met différents On segments. hype, Évidemment, on hype quand même un peu. Là. on hype un peu. Puis c'est pas juste le hype classique de comme on met le vidéo qu'on va mettre durant le show. Puis ensuite, 4 personnes nous disent qui va gagner. Là, on a vraiment comme des petites promos avec des lutteurs. On avait eu, entre autres, 3 grosses entrevues. Un peu assises avec Michael Cole ainsi que Jackie Redmond. Donc, une avec Rhea Ripley, une avec CM Punk, une avec Seth Rollins. Des petites entrevues sinon backstage avec Braun Breaker, Drew McIntyre, 100 personnes. Fait qu'au moins ça, c'est comme, tu sais, c'est mettre de la chair autour de l'os, là, pas rester au minimum. Bon, c'est beaucoup parsemé de publicité, c'est beaucoup parsemé. Est-ce que... Oui. C'est très facilement, je pense pas qu'on a rien... si vous voulez vraiment rentrer plus dans profondément, plus dans les histoires, bon, peut-être ça peut donner un petit truc, un petit hype. Mais c'est pas nécessairement quelque chose que je vais vous conseiller de réécouter une fois que le show est passé. Ouais, 3 heures de ça, là. C'est ça. Puis à la fin de tout, on a eu un genre de hymne national. C'est pas l'hymne national, mais un genre d'hymne national chanté par Jolie Roll. Jelly Roll. Jelly Roll, fait que lui, il a chanté également au début du pay-per-view, mais également chanté à la fin du pre-show. Fait que ouais, c'est ça. C'est correct. Rien qui m'a tant mis la puce à l'oreille de quelque chose. Ouais. Fait que c'était quand même simple. On réexpliquait beaucoup les histoires, mais sous d'autres formes. Fait que là-dessus, bravo, parce que c'est pas juste les packages qu'on voit et revoit, mais sinon, ça skip Très bien. Sinon, avant le début du premier match, on a eu justement l'arrivée de Triple H. Et nous, je souhaite, un peu comme il fait à WrestleMania, c'est moi Triple H qui book tout ici. T'as moi SummerSlam à Star, je pisse dans les 4 coins. Bienvenue à SummerSlam, êtes-vous prêts? Il nous dit ça. Ensuite, on enchaîne ça avec Miz qui est dans la foule parce que c'est le host de SummerSlam de sa ville natale. Fait qu'il hype un peu. Il nous envoie également sur la scène où on a Jelly Roll, qui vient chanter quand même bien fait la chanson thème du pay-per-view SummerSlam, Liar, qui était quand même... En tout cas, tu sais, des fois, les chansons thème n'ont pas vraiment de lien avec les histoires. Je trouvais celle-là fitait quand même dans beaucoup d'histoires parce que ça a été un thème récurrent, le mensonge, à travers l'entièreté de la carte. Fait que une chanson thème bien choisie, j'ai trouvé, pour cette année. D'accord. Fait que dans les différentes histoires, là, que ce soit Cody Solo, avec Solo qui m'a beaucoup sur qu'est-ce que Rain a dit, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit. Avec ensuite Liv, Rhea, évidemment, ça s'appliquait super bien. Punk, Drew. Fait que tu sais, Liar fitait bien. Puis avec également le match entre Gunther et Priest, où on a eu un petit truc de mensonge à travers tout ça également. Des petits turns, fait que c'est bon. C'est vrai. Il a bien chanté aussi. Tu sais, des fois, quand tu chantes dans des stades, c'est pas top, mais lui, ça a quand même été bien fait. Fait que ça rouvrait comme ça. Ensuite, on a le classique truc d'ouverture et on commence ce pay-per-view-là avec le premier match. Liv Morgan contre Rhea Ripley. Je te laisse aller, Pierre. C'était exactement ce que moi je m'attendais. Un bon. Tu sais, les entrées sont le fun. Rhea et Dom. On sent un Dom présent, mais encore une fois, quand on regarde avec notre œil, en sachant tout ce qui s'est passé, on fait comme, ok, il était comme un peu plus distant, un peu moins, on dirait, impliqué. Il est un peu cocky aussi, je trouvais. Il y avait un peu plus... il prenait pas son trou comme... C'est ça, c'était pas le petit Dom qui se cachait en arrière de Rhea, la mamie, là. C'était le monsieur un peu trop fier d'être là. Un petit cocksucker, là. Ouais. Puis le début du match comme tel, j'ai bien aimé parce que c'est un début de match original que j'ai pas vu si souvent que ça avec vraiment une Liv qui se rend compte que Rhea est quand même plus grande puis plus forte qu'elle, fait qu'elle fait juste se sauver. Puis ça installe vraiment cette optique-là, cette chimie-là de comme, ok, Liv, qu'est-ce qu'il va falloir qu'elle fasse pour être capable de se débarrasser de la madame qui est vraiment plus forte qu'elle. Fait que c'est Liv qui fait juste se sauver, puis c'est Rhea qui court après. Dans ce début de match-là, je sais pas si t'as entendu, mais on a Corey Grave qui nous a fait un call au custody de Dominic Mysterio. Ah non, j'ai pas... Il a dit on est rendu là à ce match-là, mais est-ce que ça aurait été différent si c'est Eddie qui avait eu le custody, qui avait été son père. Le fait qu'on le rappelle dans l'histoire, d'après moi, encore une fois, un petit peu sommelier, d'après moi, ça sème des graines. Parce que, tu sais, ce qu'il lit souvent dans ce moment-là, c'est pour placer les choses qui viennent. Puis là, avec la fin qu'il y a eu, on va voir, mais il a quand même nommé ce match-là.
Fait que je trouvais ça C'est quand cool, même intriguant, je me le suis noté. Corey Grant qui est quand même un gros nerd là, de lutte, là, fait que ce soit lui en plus qui place ça fait super bien dans toute la chimie puis tout ce qui se passe à ce moment-là dans le ring. C'est Liv qui réussit à avoir de l'offensive et puis disloque l'épaule de Rhea, qui va être l'entièreté de l'histoire qui est racontée. C'est à cause de cette épaule-là, entre autres, que Liv va être capable de mettre de l'offensive sur Rhea. Qui est un rappel de l'histoire également, de tout ce qu'on a vécu de la blessure. Fait que oui, exactement. Du fait que Liv gagne la ceinture, qu'elle s'impose dans le Judgment Day, du fait que Rhea s'est blessée et qu'elle était plus présente parce qu'elle devait récupérer. Et elle est se marier, mais ça, c'est vraiment hors kayfabe. Fait que on n'en parlera pas. C'est ça, bon celle de Rhea, Liv en rajoute avec un dropkick sur l'épaule, puis il continue toute l'attaque. Liv qui essaie de plonger sur Rhea quand ils sont à l'extérieur, mais Dom pousse Rhea puis mange le coup. Fait que là on fait comme, ok, ben, on n'est pas certain si Dom va vraiment tourner, il s'implique, puis il a comme protégé sa mamie à ce moment-là, puis ça rajoute une couche. Rhea qui replace elle-même son épaule en rentrant dans la table des commentateurs, c'était dégueulasse et badass à la fois. J'ai vraiment aimé ça, de faire comme, ok, ben t'es mamie là, capable d'en prendre, puis capable de s'en... Elle veut gagner sa ceinture, puis elle va tout faire ce qu'il faut pour gagner cette ceinture-là. On installe aussi ça. Rhea qui essaie de faire sa prise de soumission là, quand elle va faire un genre de cloverleaf avec les jambes de Liv, puis elle aurait besoin de ses deux bras, mais pas capable de bien l'appliquer parce que son épaule lui fait mal. Liv qui fait un genre de crucifix souplex ou driver là, où elle va vraiment son super bien fait hein, d'ailleurs, l'impact de ça là, ça lookait là. Vraiment super beau. Liv qui m'impressionne tout le temps, c'est pas la lutteuse, c'est pas une lutteuse, c'est un personnage dans la lutte, mais qui réussit un peu comme voyons, Alexa Bliss était dans le temps. C'est pas lutteuse à proprement dit classique, mais réussit quand même à super bien tirer son épingle du jeu, surtout avec match qui est excellente là. Ouais, puis un match qui était très axé sur le storyline, tu sais, c'était oui, on n'est pas dans le technique, on n'est pas dans un faux roulant, c'était une histoire racontée, bien racontée. Exactement. Avec les spots bien faits puis qui tournaient clairement autour de l'épaule. Et un moment quand même qui a été bien vendu hein, de Rhea par la suite lors du l'épaule, faut que je fasse quelque chose pour faire. Mais qu'est-ce qu'elle fait pas? Ça la replaçait elle-même. Alors, ça l'a replacé une deuxième fois dans le turnbuckle parce que fallait c'est ça, c'était pas ramanché 100%. Puis elle veut réussir à donner son 100% pour aller chercher sa ceinture. C'est ça qui est l'affaire la plus importante. À ce moment-là, elle s'inquiète pas de Dom. Dom est dans son coin, c'est correct, mais elle pense que tout est correct, tout va bien. Puis on focus sur la ceinture, mais son focus n'était pas à la bonne place. Parce que la fin du match, et c'était super bien fait, super le fun de la façon que ça a été fait. À part le bout où il y a la caméra de l'arbitre que j'ai pas compris ce gimmick-là. J'ai l'impression qu'on testait quelque chose. On testait quelque chose, ouais. Moi, au début, je me disais, c'est peut-être on installait ça dans les premiers matchs pour peut-être avoir quelque chose qui était plus payant dans le match entre Seth avec Seth qui était l'arbitre, puis il m'attendait peut-être un espèce de frog splash, c'est ça la vision qu'on a, qui se fasse. Finalement, ça n'a pas été le cas, mais moi, je trouvais que... Une prise de vue à Mané qui a été super belle dans un replay, mais dans le live comme tel, c'est un peu chambranlant. Je ne sais pas à quel point on va rapporter ce genre de caméra-là qui était quand même très drôle, un petit carré dans l'oreille de l'arbitre. Donc pour la fin de ce match-là, Liv va chercher une chaise pendant que Rhea replace son épaule. Rhea qui frappe la chaise que Liv a dans ses mains. Puis, attends une minute, là, je suis mêlé dans mes notes là, avec le fil de tout ce qui s'est passé. C'était à l'extérieur. C'est qu'elle va chercher une chaise, puis elle a dit je suis tellement fâché, je vais abattre. Et là, lorsque ça va pour faire le coup qui arrive pas, Dominique qui vient. Non, enlève la chaise, tu vas perdre si tu donnes un coup de chaise. Faut focusser sur la ceinture, faut essayer d'aller chercher la ceinture. Fait que. Liv qui va faire un dropkick sur Rhea, puis Rhea qui frappe Dom qui lui en profite à ce moment-là pour comme aller replacer la chaise, mais Liv plutôt qui fait son finisher, le Oblivion si je me trompe pas, sur Rhea, tente le compte.
1, 2. Un gros kick-out de la part de Rhea. Elle veut sa ceinture. Et Dom, pendant ce temps-là, justement, qui va comme placer la chaise sur le bord du ring et qui va chercher l'attention de l'arbitre. Il y a un petit bout où on a vu la caméra de l'arbitre, puis c'était comme le fun de voir ce qui se passait un peu dans le ring du point de vue de l'arbitre. Et c'est Liv qui va faire un deuxième Oblivion sur Rhea. Ouais. Avec Dom qui l'encourage à ce moment-là. Ouais. Dans le feu de l'action, t'es comme... Il est du bord de Rhea ou il est du bord, mais finalement, quand tu regardes, non, il est vraiment en train de dire à Liv, go, va le faire. Vas-y, t'es capable. Et c'est ça, c'est Liv qui réussit à gagner parce qu'elle fait l'Oblivion sur la chaise qui knock complètement notre Rhea. 1, 2, 3. Et c'est... Dom, à ce moment-là, est content pour Liv, va même l'aider à se relever. Et un gros French kiss qui se passe, qui vient vraiment cimenter cette histoire-là, qui va vraiment cimenter le turn clair de Rhea, qui vraiment vient l'installer comme la plus grande babyface du côté des femmes, j'ai l'impression. Et Dom et Liv qui vont être le duo de petits Chris de mange-marde du côté des méchants. Fait que ça installe cette alchimie-là qui va nous apporter pour le reste de l'année. Dans cette et un Dom est clairement pas fini. Là. Clairement pas. Et un Dom qui a quand même un changement de personnage trouvé très latino heat là-dessus. Très près d'un Eddie Guerrero quand il regarde Rhea en ayant Liv dans ses bras, puis fait qu'est-ce que je te dis? Désolé. Un plus chic, je sais pas ce qu'il dit, mais tu sais. Mais et là, une Rhea qui est détruite à l'intérieur du ring, frustrée, comprend pas trop ce qui se passe. Et ça se termine un peu comme ça, on a un peu fait la même recette qu'on a fait avec WrestleMania, avec l'histoire de Seth Rollins et Drew McIntyre avec CM Punk qui vient un peu nuire le cash-in. Fait qu'un gros premier match où le storyline est important, qu'on se concentre plus sur l'histoire que sur la lutte en tant que telle. Mais ça fonctionne, ça appelle le monde dans le jeu, puis il te fait « Ok, tout peut se passer ». Il y a quand même eu un gros turn dans ce match-là. Fait que SummerSlam s'annonce pour être efficace parce que dès le premier match, on n'attend pas, puis on met probablement l'histoire, moi, c'est l'histoire que je préférais là, dans le build-up. Puis un gros payoff pour de switch, de turn heel. J'aurais, tu sais, dans un monde idéal, est-ce que je le construis un petit peu différemment? Peut-être, mais ça a été bien fait. Puis j'ai hâte de voir la suite. Je pense que j'aurais peut-être un tantinet laissé flirter l'idée. Peut-être un pay-per-view de plus pour vraiment avoir peut-être un match custody là, de Dom. On dirait c'est comme mon fantasy booking d'avoir un nouveau match où c'est Dom le truc. Fait que je pense que j'aurais fait gagner une Liv encore, mais avec une erreur de Dominique. Tu sais, que comme fait gagner Liv, mais ça a l'air d'une erreur. Je comprends. Et que là, le prochain match, ben Liv dit là, c'est clair. Ben non, Liv dit ok, je te donne un autre shot à ma ceinture, mais moi si je gagne, toi tu dois me donner quelque chose, puis ce que je veux que tu me donnes, c'est une nuit avec mon Dominique. Et là, on a un match pour la custody. Title versus Dominique. Et là, bon, on aura peut-être pas ça. Peut-être qu'on va avoir ça dans un autre spin différent. Peut-être ça va être Rhea qui va vouloir une nuit avec Dominique pour lui faire payer tout le mal qu'il lui a fait. Mais clairement, le prochain pay-per-view, le nom du pay-per-view, c'est Bad Blood. Hein? Fait que c'est comme. Fait que d'après moi, ça risque de tourner autour de ça. Comme d'histoire qu'il y a un peu de Bad Blood entre les deux lutteurs, les deux lutteuses. Fait que dites-nous, vous, est-ce que vous avez bien aimé ce match-là? C'était un peu trop overbook, un peu trop... La lutte est peut-être moins mise de l'avant, mais je trouvais ça quand même efficace. Fait que... la lutte qui était dedans était très bien faite. Oui, c'était un match concentré histoire, mais il en faut des matchs comme ça qui sont concentrés sur l'histoire. Puis ça fait tellement avancer. Puis c'est tellement un point tournant pour le Judgment Day, surtout avec ce qui va suivre plus tard dans le pay-per-view avec Finn et Damien. Fait que je trouve que le Judgment Day, là, il va peut-être plus exister dans ce qu'on a connu du Judgment Day. Ça va complètement ailleurs, mais tout le monde qui sont impliqués là-dedans, les histoires sont super intéressantes. Et Rhea encore excellente dans le ring. Notamment, on parle souvent d'une bonne big man ou une bonne big woman. C'est de faire des bons sells au bon moment. Les sells sur le DDT de Liv, tabarouette. Oh mon Dieu! Avant des DDT incroyables, je pense qu'elle a pris un peu la place que Charlotte avait comme femme forte et athlétique.
Puis même si Charlotte revient pas, je m'ennuierais pas. Je pense même pas à elle dans les storylines parce que Rhea l'a fait tellement bien. Fait que, tant mieux pour cette histoire-là. Je suis content où ça s'en va. Vraiment. Au niveau du questionnaire, on avait quand même des réponses qui allaient un peu des deux côtés. Hein. C'était presque 50-50. Mais on avait un tout petit avantage du côté de la victoire de Liv Morgan, ce qui a été le cas. La question, on avait une question sur Dirty Dom. Est-ce qu'il va plus être du côté de Liv, plus du côté de Rhea? C'était également très partagé. Mais la bonne réponse a été, il a un peu aidé les deux. Même si, au final, il a plus aidé Liv Morgan. Mais la bonne réponse était, il a aidé les deux. Parce qu'il a quand même protégé Rhea à des moments. Il l'a empêché de perdre. Le match a aussi duré un peu plus de 15 minutes. 16 minutes quelques. Donc, c'est tout, ça a été bien réussi. Mais oui, on sentait dans le questionnaire les gens très partagés. Fait que, une des histoires qu'on savait pas, ça s'en allait vers où, comment qu'on allait la définir. Fait que c'est très bon. J'ai allé déjà du classement du questionnaire. J'ai oublié de revenir un petit peu avant. Fait qu'on a seulement nommé le top 3 parce que seulement un mérite d'avoir notre attention. Fait que d'abord en troisième position, on a Jason avec 62 points. C'était sur 80. Et 80, les scores étaient quand même très bons. Fait que tu sais, 62 sur 80, c'est excellent. En deuxième position, avec 69, avec pratiquement 75% des bonnes réponses, on a la reine Elisabeth, qui est encore numéro 1 au classement. Mais ça fond comme neige au soleil. Parce que, en première position, on a Sommelier, pas papa, qui est toi, ça, Pierre. Pierre Gastonguay qui remporte par 1 point d'avance, 70 sur 80. 7 bonnes réponses sur 8. Bravo. T'as deux pay-per-view. Et à chaque pay-per-view, tu remontes là, sur l'avance confortable qu'Elisabeth avait. Mais Elisabeth elle fait quand même des bons scores. Là, tout le temps dans le top 3. Là, je veux dire. En même temps, j'aime mieux que ce soit elle que t'en passes. Fait que bonne affaire. Et là, pour tous les autres, on va vous envoyer évidemment le questionnaire comme à chaque fois. Vous allez pouvoir voir vos réponses, votre score à vous. Le moins bon score a été 42. Mais sinon, la moyenne en général était quand même très élevée. On parle d'une moyenne de 59 points sur 82. Fait quand même bien réussi. Beaucoup de points qui ont été accumulés pour le classement général. On n'est pas tout à fait à mi-chemin, mais on s'approche de plus en plus du mi-chemin du parcours vers WrestleMania 41. Fait que bravo à tout le monde d'avoir participé. Prochain match sur la carte, on a un court match Sami Zayn contre Braun Breaker. On s'y attendait un peu. Ouais. Surtout par le fait que c'était un rematch quasiment back-à-back. On a retained Sami Zayn lors de Money in the Bank. Et là, ça sentait. Tu mets 2 fois le même match. C'est rare que... C'est très rare que le challenger va pour moi en gagner une. Et ce que je m'attendais pas, c'est la longueur de ce match-là. Moi, je m'attendais à un 15 minutes et plus. Et je pense que c'est là que j'ai perdu quelques points, que j'ai pas un score parfait, parce que je m'attendais à un gros match. Même, tu sais, un match qui surpasse celui qu'on a vu à Money in the Bank. Et puis, c'est pas ça qui s'est passé. Je sais pas s'il fallait couper dans le temps à quelque part, puis c'est ce match-là qui a écopé. Mais en même temps, moi, je trouve ça quand même bien. Parce qu'on installe un Braun Breaker très très dominant. Puis c'est ce qu'on a fait dans tout le long entre Money in the Bank et SummerSlam. Un Braun Breaker qui a fait mal à ses adversaires, qui en a blessé plusieurs. Il fermait chaque Raw depuis en donnant un spear à Sami Zayn. Fait que on l'a vraiment mis, on le met sur un piédestal à ce moment-ci. Là. Pour le match en tant que défiler le match Oui, vraiment. Dans le match en tant que tel, écoute, on a justement Braun qui a essayé un spear en partant, Zayn qui plonge. Fait que c'est un peu un petit rappel vers ce qu'on a eu lors du dernier match, lors du dernier affrontement, Money in the Bank. Zayn ensuite enchaîne vers un espèce de beau dive, là, mais son dive qu'il fait avec un peu en springboard vers l'extérieur. Fait que super bien fait. Les deux, tu sentais que les deux voulaient pas que ça s'éternise tant que ça. Non. Pour des raisons un peu différentes. Fait que Braun, j'ai l'impression qu'il voulait pour l'explosivité de ses mouvements. Et Zayn, parce que faut pas que je donne un momentum à Braun. Parce qu'on a fait le gros Frankensteiner, qui est super bien fait. Les commentateurs, encore une fois, qui en ont mis et remis sur le Steiner du Frankensteiner et qui ont même nommé à ce moment-ci. Il y a même eu une stat là, pendant l'entrée de oui, Braun. Durant tout
tout le pay-per-view, c'est nouveau, les petites stats d'affrontement. J'adore ça. Ça ressemble un petit peu à la All Elite Wrestling. Les stats de combat 1 contre 1, tout ça, j'ai bien aimé ça. Puis oui, c'était quoi la stat déjà qu'a mis sur Braun? Mais que Braun est le deuxième Steiner à participer dans un match de SummerSlam. Donc le premier, c'était en 93, et ça devait être son oncle qui participait. Ouais, puis là, c'est gros back and forth entre les deux bords. Évidemment, c'est un match qui dure pas très longtemps, fait que le rythme est quand même endiablé parce que on va pas prendre de temps mort quand on n'a pas beaucoup de temps qui nous est donné. Fait que beaucoup de rythme. Lorsqu'on... c'est un peu classique, mais version, mettons, très raccourcie, là, tu sais, mais c'est un match à la Sami Zayn. Fait que Braun qui prend le dessus, Sami Zayn qui revient. Mais tu sais, on laisse pas de temps pour Zayn de vendre ou les respirer. Non, c'est ça, exactement. La construction du match est de la même qu'un match à la Sami Zayn, mais un peu plus court dans les moments de pause, ce qui fait que des fois, c'est un match qui a besoin j'ai l'impression qu'il a besoin de plus de respirer. Fait que là-dessus, ça respire un peu moins. Fait que, autant qu'on a dit, le Money in the Bank, c'était plus sur le pace de Sami Zayn. Après ça, celui-là était plus sur le pace de Braun Breaker. On enchaîne. Fait que là, gros Blue Thunderbomb de Sami Zayn. Le mouvement qui devrait être un finisher, qui n'est pas un finisher. Le plus beau mouvement, je trouve. Un exploder par la suite. Sami essaie de faire la Luva Kick. Mais non, c'est un spear qui l'attend par la suite. Un autre spear, un deuxième spear pour couronner le nouveau champion. Et je pense qu'on voulait le faire sur un gros pay-per-view. Et c'est pour ça qu'on a attendu SummerSlam pour lui donner cette victoire-là. C'est bien correct. Oui, une des stats qui est intéressante, c'est le premier SummerSlam de Sami Zayn également. On n'en a pas tant mentionné dans le commentateur, mais c'était la petite stat qui était mise en dessous. Sami Zayn n'avait jamais eu de match à 1 contre 1 lors de SummerSlam. Fait que j'ai été un peu étonné parce sur 10 ans avec la compagnie que ça n'a jamais arrivé. Mais j'avoue que Sami se concentrait souvent un peu plus vers WrestleMania. Et à moins que tu sois à moins que tu sois au top de la carte, c'est souvent juste un ou l'autre que tu vas faire. Fait que vous remarquerez, là, normalement, le mid-card, si on fait WrestleMania, ils vont pas faire SummerSlam et vice-versa. Donc, ça montre que Sami a peut-être élevé son niveau à l'intérieur de la compagnie parce que là, on lui a donné 2 fois les 2 gros événements. Fait que... Puis moi, je vais devancer un peu, là, parce que aller voir tout ce qui s'est passé après SummerSlam, j'ai vraiment trouvé ça le fun, puis on y reviendra le vite fait après, là, mais la façon que ça a été fait, avec la conférence de presse, avec des entrevues aussi, le broadcast, avec le panel, là, comme continuer, après, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, ça fait très comme effet sportif, là, comme un vrai sport, là. Je mets des gros guillemets parce que ça reste que c'est un sport quand même, mais ça reste de l'entertainment. Et Braun était en entrevue avec le panel, avec Biggie, avec Jackie Redmond aussi qui était l'autre. Et Braun est pas dans son personnage, il est hors kayfabe dans cette entrevue-là. Puis il est vraiment... Il se trouve vraiment chanceux d'être là, d'avoir travaillé avec Sami Zayn. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. C'est très court, mais une belle petite entrevue avec Braun Breaker qui est pas en personnage, qui a de l'air vraiment d'une personne gentille. Mais en tout cas, c'est ce qui paraissait à l'écran à ce moment-là. Fait qu'allez voir ça, je vous invite. Sinon, pour le match comme tel, moi j'ai vraiment été étonné, c'est ça, de la longueur du match, comme je disais au début. Maintenant, est-ce que Sami est blessé, une genre de blessure? Fait qu'on l'a un peu effacé, mais il n'est pas tant effacé non plus. Est-ce qu'on lui donné congé ou c'était vraiment juste le temps qui a été coupé pour la carte? J'ai aucune idée. J'ai l'impression. Mon instinct me dit que c'est pas une blessure, que c'est plus le temps et que ça fit également avec le personnage de Braun Breaker, que ça soit assez expéditif. S'il fallait couper quelque part, c'était là à couper. Exact. S'il y en avait un qui pouvait être squashé, c'est un peu plus lui. Et le questionnaire, ça a été super bien répondu. Tout le monde, 100% des gens, avaient Braun Breaker gagnant. Comme que l'ai dit. C'est un peu prévisible lorsqu'il y a un rematch back-à-back de pay-per-view. À moins que tu t'appelles Jinder Mahal et Randy Orton. C'est rare que tu sors 2 fois des victoires contre Randy Orton. Ça, c'était très surprenant, ce moment-là. Mais bon. Même pour la durée du match, tu as été surpris, mais la majorité des gens avaient moins de 15 minutes. Moi aussi, je le sentais. Comme manière qu'on avait construit là, le dernier mois, je sentais qu'on n'allait pas rester long. Puis aussi, avec le 7 matchs, j'étais comme, il y a un match qui vont faire ça un peu plus court. Et ça a été celui-là, effectivement. Et personne n'a intervenu, évidemment. Pas le temps d'intervenir dans un match aussi court. Fait que ça ressemble à ça au niveau du questionnaire. Prochain match, on a Logan Paul contre LA Knight. Et d'ailleurs, j'ai vu Phil Byrne qui est participé au questionnaire, mais que j'ai vu un petit post de lui qui me fait dire, aujourd'hui, il a fait un post, puis il a fait, maintenant, aujourd'hui, il est content. Il est content que LA Knight ait eu la victoire, et tout ce qu'il va dire avec 3 mots aujourd'hui, il va rajouter un « Yeah ». Fait que là, il va manger des burgers
au poulet. Yeah! Bravo, puis tu m'as fait sourire Phil là-dessus. Parce que, oui, écoute, un bon match, on s'y attendait. Écoute, est-ce que c'est trop tard dans le momentum de LA Knight? Je pense que non, vu qu'on est dans le mid-card. Je pense qu'il aurait pu avoir la grosse ceinture si on l'avait fait un an plus tôt. Ouais. Mais là, bon, il a quand même réussi à garder son momentum assez haut. Ouais. Mais on va y aller. C'est pas complètement éteint. Il est resté pas aussi chaud qu'il l'était, mais il a quand même toujours resté là. Fait que c'est bien, à ce moment-ci, de gagner cette ceinture-là. Fait que d'abord, les entrées, on a Logan Paul là, qui arrive avec le classique. Hein, il arrive tout avec ses amis, là, Logan Paul. Là, encore une fois, moi, je pense que je suis pas très people là, parce que je connais pas beaucoup, mais c'est MGK. C'est Machine Gun Kelly qui était. Ok, c'est bon. Tu vois, je connais le nom, mais j'aurais pas pu te dire que c'est lui quand je le regardais, mais je me suis dit, ça doit être une vedette, ça doit être quelqu'un qu'on connaît, que les gens connaissent. Fait qu'il accompagne Paul jusqu'au ring, évidemment, tous ces petits sbires qui filment les trucs de Prime partout tout le temps. Par la suite, un petit rappel de LA Knight qui a volé lors de SmackDown le char Prime et qui arrive avec ça, qui veut casser la fenêtre. Oh là là, petit mini botch où la fenêtre casse pas du premier coup. Et il n'explose pas non plus. Fait que j'ai l'impression que c'est comme une fenêtre. Je sais pas quoi. Elle était faite en. Ouais, mais t'as un film par-dessus aussi. Fait que ça fait que ça explose pas. Là, exact. Elle était pas faite en sucre. Hein? Quand c'était en sucre, ça explose. Là ça a été moins bien fait. Mais il a cassé l'auto quand même. Il l'a cassé. Il l'a cassé un petit peu. Et il arrive, pas d'entrée spéciale évidemment, autre que ça, fait que ça compte pas des entrées spéciales. Gros début de match, gros brawl, des neckbreakers, ça tape des connaisseurs, des commentateurs. La table qui a pas pété, là, ça a dû sonner ça là, si bol. Oh là là, oui, c'était. Puis écoute, c'était-tu prévu? Je pense que c'était prévu qu'elle pète pas, là, parce que. Ah oui, parce qu'elle pète plus tard, là. Exactement, elle pète beaucoup plus tard dans la soirée. Mais ouais, le petit, ça avait l'air stiff un peu, là, quand on est atterri là-dessus. Bon, là, j'allais toujours dire ça, mais Logan Paul est tabarouette qui est toujours bon. Il est toujours solide. Il y a également, selon moi, le move de la soirée dans ce match-là que Logan Paul exécute. C'est un peu plus tard, fait qu'on va y venir, là, mais je laisse poursuivre là, le play-by-play, Pierre. C'est un super match qui est. Il y a eu quand même un bon brawl au début qui nous a comme fatigué un peu les deux gars. Fait que quand la cloche commence, tout de suite on veut comme let's go. Faut qu'on finisse ce match-là. Puis c'est comme si LA Knight fait comme je veux pas donner le momentum, un peu comme Sami voulait pas donner le momentum à Braun. LA Knight veut pas donner le momentum à Logan Paul, mais Logan Paul qui réussit quand même à connecter un super punch parce que on nous rappelle que LA Knight a une plaque dans son poing, une plaque en métal. Fait que son punch, il rentre. Mais LA Knight kick out de ce punch-là. Puis je pense que c'est le premier à kick out, à moins que Roman. Peut-être le deuxième. Je pense que Roman l'avait fait aussi. Mais tu sais, c'est quand même. Ça a un impact. C'est ça, exactement. Ce mouvement-là. Mais je trouve que ça a quand même moins d'impact que le nouveau in-ring lorsqu'il fait le super mouvement. Puis toi, t'es écrit dans les notes, ça ressemble un peu à celui de Sami Zayn, mais moi je trouvais que ça ressemblait presque à du Will Ospreay. La fluidité là, de comment ça se fait. Fait que t'as comme un peu. C'est peut-être le mini, si j'avais quelque chose à critiquer, le mini défaut, qui prend pas assez son temps pour que. Un peu surligné, qui s'en va faire un move qui n'a pas de bon sens. Fait qu'il saute, il est à l'intérieur du ring, il saute vers l'extérieur en se tournant, atterrit les deux pieds directement en springboard sur la troisième et enchaîne, là, tout d'un même mouvement, enchaîne avec un moonsault vers l'extérieur qui tombe sur LA Knight. Incroyablement difficile à réussir, là, ce mouvement-là. Et c'est fait comme si il était lutteur depuis toujours. Moi, je dis que ça ressemble à celui de Sami, parce que Sami, c'est le move qui fait assis sur la corde, mais Logan le fait debout sur la corde. C'est un coche de plus compliqué. Ouais. Mais l'enchaînement, surtout, c'est tellement fluide la manière qu'il l'a fait que ça surprend que ça sort vraiment de nulle part. Puis, c'est magnifique, ça courbe aussi là, avec son dos, là, est super belle. Sûrement qu'il y a des photos là, que vous voyez en ce moment, c'était écœurant. C'est le move du pay-per-view, selon moi. Ah oui, 100%. On dit que LA Knight a kick-out du Super Punch. Tout de suite après, c'est Logan qui kick-out d'un Superplex. Fait que kick-out pour kick-out, ça fait tout du sens dans... Un Superplex bien réussi aussi. Là. Des fois, LA le manque, mais là, il l'a bien fait. La troisième, il y a comme eu un mini, je sais pas si tu as senti, là, pendant qu'il tourne, on dirait qu'il repart de l'autre bord pendant comme...
C'est comme si LA Knight a fait comme un genre de comme il faut pas que je casse le cou, fait qu'il y a comme puis les commentateurs l'ont nommé, ça a fait comme c'était pas loin du Brainbuster ça. Ouais, c'est ça. Superplex. Ça aurait pu être dangereux, mais finalement la rotation est revenue du bon bord, mais ouais, d'habitude ça reste tout le temps du même côté, mais là on dirait Logan a comme je sais pas. C'est donné une petite swing de l'autre bord, puis... Ouais, c'est ça. C'est comme LA Knight qui a vraiment tout fait pour que la rotation soit, parce qu'il a tout pris le poids de Logan. Puis ça me fait beaucoup rire que, LA Knight, la move qu'il fait, c'est qu'il saute de par terre pour aller sous la troisième corde. Et Pat McAfee, dans les 3 ou 4 matchs qu'il a fait cette move-là. Puis t'as Cole qui l'a souligné, dit il y a quelqu'un que je connais, il me semble, qui fait ce move-là. Ça me fait bien rire. Tout ça. Logan Paul qui se retrouve à l'extérieur et demande son brass knuckle à ses petits stooges qui sont là. Comme vite, donnez-moi mon brass knuckle. Je suis pas capable de me débarrasser de lui. Il est trop fort, maudit LA Knight. Et LA Knight qui fait un baseball slide et qui vient crisser une volée aux amis de Logan qui est juste comme hey vous autres venez-vous-en là, je suis tanné de vous autres, puis qui vient leur maudire une volée. Finalement dans tout le brouhaha qui se passe, Logan réussit à avoir le brass knuckle. Il était comme un collier brass knuckle de et là j'ai bien aimé le call au commentateur qui a dit hey, c'est une arme, c'est fait non, c'est un truc de fashion. C'est parce qu'il est une carte de la mode. Un truc comme ça, c'était très niaiseux. C'est très niaiseux. Ça, ces trois-là ensemble, je pense que c'est le meilleur trio présentement de commentateurs. Ça fonctionne super bien. Logan qui réussit à avoir le brass knuckle et à frapper LA directement dans le front. Complètement. Pendant que l'arbitre ne regarde pas, un petit coup dans le front. Oui, c'est ça, il vient parce que Paul est comme à l'extérieur, dos au col, puis il y a LA Knight qui vient le pogner comme ça pour essayer de le rapporter, et lui qui fait comme tiens, mon esti, Motaware. Et là, LA Knight qui recule parce qu'il est un peu knocké, et t'as le bon Logan Paul qui, je trouve, fait mieux le buckshot parce que c'est son finisher, le buckshot Lariat, que Hangman Page fait du côté de la Lady. Je trouve qu'il fait mieux que Hangman lui-même, qui réussit pas à connecter le buckshot parce que les Knights, un fin renard, savait que ça s'en venait, même s'il était un peu désir à cause du coup de poing. Un petit no-sell là-dessus, là, du coup. Je pense que c'est la première fois qu'on no-sellait un coup de. Un coup de brass. Il a sellé un peu, il a reculé, mais comme. Il a reculé, mais tu sais, c'est ça. Il y a comme old cup de ce coup-là. Puis il a contré le buckshot et il fait son finisher. Puis il gagne le titre des États-Unis. Au grand plaisir de plusieurs. Le finisher d'LA Knight que moi je ne trouve pas particulièrement beau ni que. Qui ressemble un peu à celui de Bayley également. Ils ont un peu la même version, un peu différente de ce finish-là. Mais effectivement, je trouve que c'est pas celui qui. Genre de skull crushing final, le genre de finisher à mise, mais moins beau, je trouve. Ouais, c'est ça, moins beau. La personne n'est pas là. Puis est juste que c'est comme un bulldog par en avant, mais sans non plus d'avoir de momentum. Mais bref, c'est son finisher. Puis ça mérite la victoire avec ça. Fait que un bon match. Le in-ring, encore une fois, moi, m'impressionne toujours de Logan Paul. La chimie également avec LA Knight est bonne. C'est un bon match. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que c'est le match de la carte? Non. Mais c'est un bon match. Puis ça déçoit pas. Fait que, un bon. Puis le pacing aussi, là, à ce moment-là, je trouvais que c'était le bon ordre là, qu'on avait. Puis, à ce point-ci, tu sais comment le pacing est le fun, le pacing est bon. Puis même quand tu arrives à la fin de la carte, tu es comme, OK, ils ont pas. Les points plus bas étaient à la bonne place. Ils ont eu des bons moments tampons entre des moments plus hauts. Fait que je trouve que le pacing complet de la carte était bon, même. À partir de là, on sentait que ça coulait bien. Oui. Et au niveau des prédictions de tout le monde, 87% des gens avaient LA Knight qui remportait la victoire. Pour le reste des questions, c'était quand même bien su. Fait que, effectivement, Logan Paul, comme dans beaucoup de ses matchs, a utilisé une arme. 75% des gens l'avaient. Et quelqu'un est intervenu physiquement. Là-dessus, c'est un peu plus partagé. Mais tu sais, Logan Paul, tout le temps, un peu des gens là, qui aiment l'aider autour de lui. Fait que pour les prochains matchs, tenez-vous là pour dire. Bonne chance qu'il y a tout le temps quelqu'un qui aide Logan Paul. C'est un peu son personnage pour l'instant. Pour ce qui est de la durée du match, elle était un petit peu moins que 15 minutes. Mais vraiment sur le bord, là, tu sais. Fait que ça a été 50-50. La moitié des gens avaient plus, d'autres moins que 15 minutes. Mais c'était moins, finalement. Probablement qu'il était sûr qu'il avait dit moins parce que t'as plein de points. Ouais. Pour ce match, dites-moi dans les commentaires, vous, comment vous l'avez apprécié.